Merci Guillaume Perret d'être là. Guillaume Perret et Electric Epic. Je sais que c'est important pour toi la partie groupe. Comment as-tu construit le groupe autour de toi? Tout simplement en cherchant des musiciens qui avaient une particularité chacun dans leur domaine, un son et une personnalité assez forte. Voilà, je suis arrivé avec des morceaux, des scores et des parties séparées. On a travaillé en groupe comme ça. Ça a mis à peu près 2 ans à faire un peu du club à Paris avant de commencer à un petit peu intéresser les médias et tout ce qui s'en a suivi, quoi. Tout ce qui s'en est suivi. Alors j'ai lu que tu définissais le disque comme un scanner de tes états d'âme. C'est beau. Hein, je vais la copyrighter celle-là si tu permets. Comment on travaille comment on travaille avec un groupe quand c'est aussi personnel? En fait, c'est dans l'écriture. Et comme j'ai fait pas mal de musique de spectacle, j'ai souvent des pièces qui viennent de certaines dramaturgies qui ont une texture, une saveur ou un sens. Et du coup, j'en ai récupéré quelques-unes que j'ai rangées pour le groupe et j'ai ensuite continué de composer dans cet état d'esprit pour ce même groupe. Donc avec des morceaux qui ont une petite histoire interne en fait, que personne ne sait forcément ou qui se retrouve un peu dans le titre, mais qu'après même moi-même je peux oublier, mais qui va être vecteur ensuite des émotions qu'on communique au public, quoi. Après c'est l'énergie qui est sur scène, qui est déployée sur scène, qui fait le fait d'envoyer la sauce, qui fait que les émotions passent, quoi. Alors j'ai vu que tu avais beaucoup voyagé. Un petit peu, oui. Pas mal quand Ouais. même, hein, un petit peu pas mal. En particulier, tu as fait pas mal de jams à New York. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience un peu pour quelqu'un qui ne fait pas de musique comme moi, qui imagine les clubs de jazz où on faut toujours être le meilleur, le plus performant? Qu'est-ce que tu as récupéré de cette expérience? C'était 5 semaines, je crois, me rappeler. Ouais, c'est ça. 5 semaines pas de combat, mais pratiquement, quoi, tous les soirs. Parce que, s'il me rappelle bien ce que j'ai lu, c'était pas 2 heures de run, hein, c'était toute la nuit, jusqu'à très tôt le matin. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires? Et peut-être en live, et là, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience quand même assez forte? Pour moi, en fait, les jams, ça a toujours été un moment que j'adore, en fait, parce que c'est la loi de l'adaptation, en fait. On ne sait pas avec qui on va jouer, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Alors quand on est vraiment dans les jams qui sont dans le domaine du jazz, on a toute la connaissance, en fait, chacun a connaissance de certains standards de jazz qui sont incontournables et qui nous permettent de jouer ensemble, tout ça, de se retrouver ou de s'affronter suivant l'ambiance qu'il y a. Et en fait, à New York, moi, je parlais pas bien anglais, j'avais 21 ans. Et je regardais le Village Voice, qui est un journal qu'on trouve là dans la rue où il y avait toutes les horaires des jams, et je m'étais fait ma carte avec des légendes, des numéros avec les clubs et tout. Je faisais mon circuit en métro comme ça. Et donc il y avait moyen d'aller d'un club à l'autre pour faire plusieurs jams par nuit. Et qu'est-ce que j'en ai retenu? C'était pour me mettre un coup de presse là, parce que j'étais vraiment chez les intégristes du bebop. Et dans certains clubs, il y avait les fameuses files d'attente où tu t'inscris, ils t'appellent par ton nom. Et il te propose un morceau, tu fais, je connais pas, il te propose un deuxième, tu fais, je connais pas. Donc là, tu sais que le lendemain, quand tu reviens, tu les as appris, quoi. Parce que voilà, le mec, quelques coups de pied au cul. Il n'y avait pas forcément une très bonne ambiance dans tous les endroits dans lesquels je suis allé. Mais c'était vraiment le truc un peu à la dure, quoi. Très jazz, voilà. Sur le coup, je sais pas, ce premier voyage, j'ai pas vraiment fait de contact là-bas. En fait, ils sont tous venus après, les contacts. Ils sont faits en Europe avec des Américains, mais. Voilà, tout s'est construit un peu plus tard. Mais je venais vraiment un peu découvrir et puis me frotter, quoi. Alors, tu as un sax, pour ceux qui ne savent pas, tu joues du sax quand même, pour ceux qui auraient oublié. Il est un peu quand même unique, autant du point de vue de la sonorisation que de la partie visuelle. Quelle est l'importance de la partie lumière dans le live? J'aurais un petit peu discuté avec l'ingé lumière qui a l'air de s'être bien lâché. Quelle est l'importance dans le projet aussi de cette partie lumière? Disons que la lumière dans le sax, au début, c'est un petit délire en fait, mais qui me permet juste de signer une entrée sur scène, d'arriver dans le noir et avec un rond rouge dans le sax. Ensuite, c'est un prototype que j'ai fait développer avec des techniciens qui ont fabriqué des petits boîtiers en circuit Arduino, voilà, avec une détection sur le micro du sax qui fait que la lumière peut réagir. Petit côté foyer comme ça, braise ou l'œil de Sauron, enfin ce qu'on veut, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment calé de scénographie. Chaque fois, avec l'ingé de lumière que je trouve sur place,
Je lui parle un peu du concept, juste de l'intro, et après je lui dis vraiment de se lâcher grave et de nous suivre. C'est que les morceaux sont comme des tableaux, où des fois ça peut y avoir des riffs qui explosent et des parties très planantes ensuite dans le même morceau, et qu'il n'hésite pas à aller dans les extrêmes, parce que nous, c'est ce qu'on fait au niveau du son. Voilà, il y a vraiment des ruptures, blam. Et quand la lumière suit, c'est super. Donc, pour l'instant, voilà, le prototype qui est dans le sac, c'est quelque chose qui est en développement, voilà, que j'ai envie d'affiner, de travailler, et c'est en cours, quoi. D'accord. L'étape suivante, c'est de maîtriser la lumière toi-même? En fait, on est en train de mettre au point le même système, mais relié en DMX, c'est-à-dire que l'ingé lumière puisse envoyer le signal du sax dans certains spots, et du coup de faire des variations de lumière, ou de couper tout le courant avec une note, ou voilà, de faire des Donc pour des ceux choses comme ça. qui ont la chance d'être là, parce que c'est complet. Ce Oui. soir, c'est complet. C'est génial. De chez Complet. Hein. N'appelez plus, c'est complet. Il faudra revenir pour voir la version suivante avec encore plus de lumière barrée. Pour finir, je vais poser quelques questions plus personnelles sur les concerts. Mhm. Quel est ton meilleur souvenir de concert en tant que spectateur? Ouh. Je crois que c'était un Fishbone. Je crois que c'était un Fishbone où ça slamait, mais vraiment, vraiment vénère. J'ai eu un Fishbone, j'ai eu la première fois que j'ai vu Magma, on faisait leur première partie. Le bassiste, notre bassiste est aussi le bassiste de Magma, donc il faisait les deux concerts. Et ça a été une grosse claque aussi, ouais. C'était bien impressionnant. Est-ce que tu es plus CD ou vinyle? Je vais revenir vinyle parce que j'ai plus de quoi, et puis surtout je commence à en faire quelques-uns et tout, donc c'est voilà, toute ma discothèque de CD, j'ai jeté toutes les boîtes, je les ai mis dans une grosse valise comme ça qui se tourne, enfin une espèce de classeur. Finalement, voilà, je suis malheureusement dans les téraoctets de musique, de collection, de malades, intégrales, de machins et de trucs, et que je n'écoute moins bien en fait que quand j'avais des albums. Enfin, j'ai toujours les albums, mais du coup, voilà, j'ai des bibliothèques, vraiment des gigas de musique, et puis quand je veux un truc rapidement, je vais sur YouTube. Ça craint. Quel artiste voudrais-tu voir absolument sur scène et que t'as pas vu? Ouh. Vivant. Oh, ou mort. Allez, soyons fous. Tu peux n'importe qui. Quel artiste? J'aimerais bien voir Meshuggah, je les ai jamais vus. Non. Ouais, j'aimerais beaucoup voir Meshuggah en live. Je suis sûr qu'il nous regarde, donc le message est passé. Quel est le morceau que tu écoutes actuellement le plus, qui tourne en boucle? J'ai aucune boucle en ce moment. Non. J'ai eu une grosse période presque à me rendre malade de jazz éthiopien. J'ai une grosse période un peu d'électro minimal et tout. Il y a toujours, moi c'est toujours mélangé, j'ai pas vraiment de disque de chevet, quoi. Navré. Oh bah non, moi c'est au contraire, c'est très bien. Bah, du coup, quel est le dernier morceau que tu as acheté? Le dernier disque que tu as acheté? Une chanteuse qui est à Paris s'appelle Leila Martial, que j'aime beaucoup. Ouais. Et une dernière question à propos de sax. Est-ce que tu connais Shining? Ouais, norvégien, ouais, voilà. On a fait un workshop ensemble à Lausanne. Oh, je connais 2-3 personnes qui vont te haïr. Pourquoi? Parce qu'ils les adorent. Ah oui. En fait, moi j'enseignais dans une école de jazz à Lausanne, et le directeur il se bougeait pas mal. Il les avait chopés parce qu'ils participaient au festival Inferno Festival. Et il m'a dit ouais, ce serait mortel que tu participes au workshop avec eux par rapport à ce que tu fais, le traitement du sax, et puis leur sax à eux aussi qui joue sans effet, mais par contre qui joue du métal. Et du coup j'ai fait une intervention, ils ont fait une intervention, et on a fait péter un morceau de Crimson ensemble qu'ils ont réarrangé à la sauce Shining. C'était vraiment mortel, quoi. Ils ont pris tous les amplis qu'il y avait là. Ils ont mis un mur, et dans l'école là, ils ont bien envoyé, quoi. Je te remercie énormément.